Mon nom est Marguerite Dubois, j'ai 78 ans, et en ce matin d'octobre, j'ai découvert que j'étais devenue prisonnière dans ma propre maison. Tout a commencé avec une simple tranche de gâteau que j'avais prise du réfrigérateur pour accompagner mon café. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. C'était un gâteau au chocolat que Claire, ma belle-fille, avait acheté la veille. Je ne savais pas que cette innocente douceur deviendrait le détonateur d'une guerre silencieuse qui couvait depuis des mois dans mon appartement lyonnais. Quand Claire est descendue à la cuisine et a constaté qu'une tranche avait disparu, son cri a résonné dans tout l'appartement comme une alarme incendie. Elle m'a hurlé que je ne pouvais rien manger sans permission, que ce gâteau était spécial pour les invités attendus ce week-end. Je suis restée figée, ma tasse de café tremblante entre les mains. En 78 ans de vie, je n'aurais jamais imaginé devoir un jour demander la permission de manger dans ma propre maison. Cet appartement de 3 pièces, dans le 5e arrondissement, est le mien depuis 42 ans. Je l'ai acheté avec l'argent économisé en travaillant comme couturière à l'usine textile Bertrand & Fils. Chaque mètre carré a été conquis de mes propres mains, chaque meuble choisi avec soin, chaque souvenir précieusement gardé. Les murs connaissent mon histoire. Ils ont vu mes 3 enfants grandir, ont été témoins des disputes avec mon défunt mari André, et maintenant, ils assistent à mon humiliation quotidienne. Pierre, mon fils cadet, s'était installé ici il y a 8 mois avec Claire, invoquant des difficultés financières. À 45 ans, il avait perdu son emploi dans une entreprise de logistique et disait avoir besoin de temps pour se remettre sur pied. En tant que mère, j'avais ouvert mes portes sans hésiter. Claire, son épouse de 40 ans, travaillait à temps partiel dans un magasin de cosmétiques et avait toujours été polie avec moi, du moins jusqu'à ce qu'il s'installe définitivement dans mon appartement. Ma pension de retraite s'élevait à 1 200 € par mois. Ce n'était pas une fortune, mais j'avais toujours réussi à vivre dignement avec cette somme. Je payais mes factures, achetais ma nourriture, maintenais la maison en ordre, et il me restait même un peu pour de petits plaisirs comme un nouveau livre ou des fleurs pour le vase du salon. Maintenant, cet argent subvenait aux besoins de 3 personnes, mais apparemment, il ne me donnait pas le droit de manger ce que j'achetais. La situation avait commencé subtilement, comme une érosion lente et imperceptible. D'abord, Pierre avait suggéré qu'il serait plus pratique qu'il s'occupe des courses, car je devenais trop fragile pour porter des sacs lourds dans les escaliers. Ensuite, Claire avait proposé d'organiser au mieux le garde-manger pour éviter le gaspillage. Peu à peu, mon autonomie s'était érodée, décision après décision, achat après achat, repas après repas. Ce matin fatidique du gâteau, j'ai réalisé que j'avais franchi une ligne invisible dont il n'y aurait peut-être pas de retour. L'appartement qui fut autrefois mon refuge s'était transformé en un champ de mine où chacun de mes gestes était observé, jugé et contrôlé. Le réfrigérateur, qui pendant des décennies avait abrité ma nourriture, était désormais un territoire interdit où je devais négocier chaque accès. Claire avait poursuivi sa réprimande tout en ramassant les miettes du gâteau comme preuve d'un crime. Elle m'avait expliqué que l'argent était serré, que les prix au supermarché avaient beaucoup augmenté et que je devais être plus consciente de ce que je consommais. Ces mots semblaient raisonnables, mais il y avait quelque chose dans son ton, dans la façon dont elle évitait mon regard, qui me faisait me sentir comme une enfant réprimandée pour une bêtise. Pierre était descendu peu après, encore en pyjama, et Claire lui avait immédiatement raconté ma transgression matinale. Il avait secoué la tête en signe de désapprobation et m'avait dit que je devais comprendre que je n'étais plus seule, que nous étions désormais une famille et que les décisions concernant la nourriture devaient être prises en commun. L'ironie était amère. Précisément maintenant que je n'étais plus seule, je me sentais plus isolée que jamais. Je m'étais assise à la table de la cuisine, la même où André et moi prenions le café depuis tant d'années, et j'avais essayé de comprendre ce qui se passait. Est-ce que j'exagérais? Étais-je vraiment devenue une gêne dans ma propre maison? Les doutes me rongeaient de l'intérieur, mais au fond,
Je savais que quelque chose de très grave se déroulait entre ces murs qui furent un jour mon sanctuaire. La vie dans l'appartement avait pris une routine étrange et étouffante dans les semaines qui avaient suivi l'incident du gâteau. Je me réveillais chaque matin à 7 heures, comme je le faisais depuis des décennies. Mais maintenant, chaque mouvement était calculé et prudent. L'appartement de 90 mètres carrés, qui auparavant me semblait spacieux, me donnait maintenant une sensation de claustrophobie avec 3 adultes partageant le même espace. Pierre avait toujours été mon fils le plus dépendant. Des 3 que j'avais élevés, il était le seul à n'avoir jamais réussi à prendre des racines solides. Marie, ma fille aînée, vivait à Marseille avec sa famille et venait rarement. Jean-Luc, le cadet, avait émigré au Canada il y a 15 ans et nous ne maintenions le contact que par des lettres sporadiques. Pierre, lui, avait toujours gravité autour de moi, revenant à la maison chaque fois que la vie devenait difficile. Claire m'intriguait plus que mon propre fils. Quand ils s'étaient mariés il y a 12 ans, elle semblait sincèrement intéressée à construire une relation familiale saine. Je me souvenais des déjeuners du dimanche quand ils vivaient dans leur propre appartement à Villeurbanne. Elle m'apportait des fleurs et complimentait toujours ma cuisine. Maintenant, vivant sous le même toit, j'avais découvert une facette d'elle qui était restée cachée lors des visites ponctuelles. La répartition de l'appartement était devenue une carte de territoire bien définie. Ma chambre, la plus petite des 3, se trouvait au bout du couloir. Pierre et Claire avaient occupé la chambre principale, qui avait été celle d'André et moi, sous prétexte qu'ils avaient besoin de plus d'espace pour ses vêtements. La 3e chambre s'était transformée en bureau pour Pierre, où il cherchait soi-disant un emploi sur l'ordinateur que nous avions acheté avec ma pension. Le salon, avec son fauteuil en velours bleu, où André lisait autrefois le journal, était maintenant dominé par la grande télévision que Pierre avait installée. Les après-midi devenaient une succession de programmes bruyants qu'il regardait à fort volume, tandis que Claire feuilletait des magazines de mode sur le canapé. Ma présence là semblait déranger, comme si j'étais une intruse envahissant leur espace. La cuisine, cœur de la maison où j'avais préparé des milliers de repas au fil des ans, avait maintenant des règles non écrites que je découvrais à travers des regards réprobateurs et des commentaires acides. Le placard où je gardais mes thés spéciaux avait été réorganisé par Claire, qui prétendait avoir besoin de plus d'espace pour les compléments alimentaires coûteux que Pierre prenait. Ma collection de tasses en porcelaine, héritage de ma mère, avait été déplacée sur des étagères hautes que je ne pouvais pas atteindre. Les 1 200 € de ma pension arrivaient tous les 15 du mois par virement automatique. Pierre m'avait convaincu d'ajouter son nom au compte pour faciliter les opérations bancaires, surtout après quelques oublis de mots de passe de ma part. Au début, cela semblait une précaution sensée. Maintenant, je remettais en question la sagesse de cette décision chaque fois que je voyais des extraits d'achat que je n'avais pas autorisés. Claire avait développé une obsession particulière pour l'économie domestique. Elle avait commencé à faire des tableaux détaillés des dépenses, catégorisant chaque dépense et remettant en question chaque achat. Quand j'achetais un paquet de biscuits que j'aimais, elle me montrait des calculatrices démontrant que les biscuits génériques étaient 40% moins chers. Si je laissais une lumière allumée dans la salle de bain, elle apparaissait avec des factures d'électricité expliquant comment mes habitudes impactaient le budget familial. Pierre justifiait tout avec une préoccupation maternelle inversée. Il me disait qu'il prenait soin de moi, me protégeant des dépenses inutiles, s'assurant que j'ai suffisamment d'argent pour les urgences médicales. Ces mots semblaient affectueux, mais ses actions contredisaient complètement cette rhétorique de bienveillance. Quand je suggérais d'acheter un médicament de marque plutôt qu'un générique parce que je sentais une différence d'efficacité, il levait les yeux au ciel et commentait ma tendance à dramatiser des problèmes simples. Les repas étaient devenus des événements chargés de tension. Claire cuisinait des plats qu'elle et Pierre aimaient, considérant rarement mes goûts ou mes restrictions alimentaires. Quand je mentionnais que certaines épices me causaient des brûlures d'estomac, elle soupirait et commentait que cuisiner pour 3 personnes avec des préférences différentes était très compliqué. Progressivement, j'avais commencé à me sentir comme une invitée gênante à ma propre table. L'isolement social
s'était intensifiée lorsque Claire avait commencé à intercepter mes appels. Elle répondait au téléphone fixe du salon et filtrait les appels, prétendant que j'étais trop fatiguée pour de longues conversations. Mes amis du club de tricot avaient cessé d'appeler fréquemment et je n'avais aucun moyen de les recontacter. Ma vie sociale, déjà réduite par l'âge, s'était complètement évaporée. Pendant les nuits d'insomnie, allongée dans mon lit étroit, j'entendais Pierre et Claire discuter dans la pièce d'à côté. Bien que je ne puisse pas comprendre les mots exacts, le ton suggérait des discussions sur l'argent, sur moi, sur des plans futurs qui m'excluaient complètement. C'était comme vivre dans une maison où tout le monde parlait une langue que je ne comprenais plus. Le cadenas était apparu un matin de novembre comme un symbole brutal de ma nouvelle réalité. J'étais descendue à la cuisine à 7h30, comme toujours, pour prendre mon café au lait et manger une tranche de pain avec de la confiture. Quand j'avais essayé d'ouvrir le réfrigérateur pour prendre le lait, j'avais trouvé un cadenas argenté bloquant les portes de l'appareil que j'avais moi-même acheté 15 ans auparavant. Je suis restée immobile pendant plusieurs minutes, essayant de digérer cette image absurde. Un cadenas sur mon réfrigérateur, dans ma cuisine, dans ma maison. Cela ressemblait à une scène de film d'horreur psychologique où la réalité se déforme de manière sinistre et incompréhensible. J'avais essayé de tirer les portes plusieurs fois, comme si le cadenas allait disparaître par magie, mais le métal froid restait ferme et infranchissable. Pierre était descendu peu après, déjà habillé pour sortir, et m'avait trouvé toujours immobile devant le réfrigérateur verrouillé. Il m'avait expliqué avec une naturalité déconcertante qu'il avait décidé de mettre en place cette mesure après que j'ai mangé un yaourt grec la veille au soir. Selon lui, je consommais trop de nourriture et laissais la lumière du réfrigérateur allumée trop longtemps, causant un gaspillage d'énergie et de nourriture. Son explication sonnait comme s'il parlait de contrôler l'accès d'un enfant espiègle à des friandises interdites. Il m'avait dit que je mangeais trop pour une personne de mon âge et que mes habitudes alimentaires incontrôlées compromettaient le budget familial. Le yaourt que j'avais consommé la veille, selon Pierre, était cher et était destiné à son petit déjeuner, pas à mes collations nocturnes inutiles. Claire était apparue dans la cuisine avec une planchette et une expression officielle comme une infirmière administrant des médicaments à l'hôpital. Elle avait préparé une liste détaillée de ce que je pouvais consommer quotidiennement. Un verre de lait le matin, 2 tranches de pain, une portion de fruits, une tasse de thé l'après-midi et un repas complet au dîner. Tout article supplémentaire devait être demandé à l'avance et dûment justifié. La liste était écrite à la main, avec une écriture soignée et incluait des horaires spécifiques pour chaque repas. Petit déjeuner à 8 heures, déjeuner à midi, collation à 4 heures de l'après-midi, dîner à 7 heures. En dehors de ces horaires, le réfrigérateur resterait verrouillé. Claire m'avait expliqué que cette routine serait bénéfique pour ma santé digestive et aiderait à contrôler mon poids, qui, selon elle, était au-dessus de l'idéal pour une femme de mon âge. Le premier jour avec le réfrigérateur verrouillé fut une expérience humiliante que je n'oublierai jamais. À 10 heures du matin, j'avais eu soif et j'avais voulu boire un verre d'eau fraîche, mais j'avais dû demander la clé à Pierre. Il était au bureau en vidéoconférence pour une éventuelle opportunité d'emploi et m'avait fait attendre 20 minutes. Quand il avait finalement accédé à ma demande, il avait soupiré avec impatience et avait commenté que je devrais mieux planifier mes besoins. L'après-midi, quand j'avais essayé de préparer un thé pour me réchauffer dans le froid de novembre, j'avais découvert que Claire avait transféré le lait à l'intérieur du réfrigérateur verrouillé. Quand j'avais demandé l'accès, elle m'avait demandé pourquoi j'avais besoin de lait dans mon thé, si je pouvais le prendre pur. J'avais expliqué que j'avais toujours bu du thé au lait depuis mon enfance, mais elle avait argumenté que les vieilles habitudes devaient parfois être modifiées pour des raisons d'économie et de santé. Pierre avait également installé un système de lumière qui s'éteignait automatiquement après 5 minutes, prétendant que j'avais l'habitude de laisser les pièces éclairées inutilement. La cuisine plongeait dans l'obscurité pendant que je préparais encore les repas, me forçant à tâtonner les interrupteurs ou à demander de l'aide.
Mon autonomie était systématiquement détruite, 5 minutes à la fois. Leurs justifications semblaient de plus en plus élaborées et médicales. Pierre me disait que les personnes âgées mangeaient naturellement trop par ennui et que restreindre mon accès à la nourriture était une forme de thérapie comportementale. Claire ajoutait que de nombreux hospices mettaient en place des horaires d'alimentation stricts et qu'ils anticipaient simplement les soins dont j'aurais éventuellement besoin. J'avais commencé à observer leurs propres habitudes alimentaires avec une attention renouvelée. Pierre mangeait des sandwichs élaborés au milieu de l'après-midi, pendant que j'attendais l'heure officielle de la collation. Claire préparait des smoothies coûteux avec des fruits importés qui n'apparaissaient jamais sur ma liste d'aliments autorisés. Il buvait du vin pendant le dîner, une bouteille qui coûtait plus que ma ration alimentaire hebdomadaire. La sensation de faim avait commencé à m'accompagner constamment. Pas une faim à mourir, mais cette faim sourde et persistante de quelqu'un qui n'est jamais vraiment rassasié. Mon estomac gargouillait parfois pendant les intervalles entre les repas programmés, mais j'avais appris à ignorer ces signaux. Quand je mentionnais que j'avais encore faim après les portions déterminées par Claire, elle m'expliquait que les sensations de faim chez les personnes âgées étaient souvent confondues avec la soif ou l'anxiété. Ma relation avec la nourriture, qui avait toujours été naturelle et agréable, s'était transformée en une négociation complexe et épuisante. Chaque bouchée était calculée. Chaque désir alimentaire devait être justifié devant un tribunal familial qui jugeait mes appétits excessifs et problématiques. La cuisine où j'avais préparé des milliers de repas heureux était devenue un champ de bataille, où ma dignité était sacrifiée quotidiennement sur l'autel de l'économie domestique. La découverte des relevés bancaires avait complètement changé ma perception de ce qui se passait à la maison. Un après-midi de décembre, alors que je cherchais mes lunettes de lecture dans le tiroir de la table basse, j'avais trouvé des papiers que Pierre avait oubliés parmi les magazines. C'étaient des relevés de notre compte joint des 3 derniers mois, et les informations qui y étaient révélées m'avaient laissé en état de choc. Alors que je vivais sous rationnement alimentaire et devais justifier chaque verre d'eau, Pierre et Claire dépensaient des sommes substantielles dans des restaurants chers, des vins importés et des épiceries fines. J'avais vu des achats chez Monoprix de plus de 80 € en viande noble, fromages spéciaux et champagne, toujours effectués pendant que je dormais ou pendant mes rares sorties chez le médecin. Un achat spécifique avait attiré mon attention. 140 € dans un magasin de vin de la rue de la République. Le jour même de cette transaction, Claire m'avait refusé un paquet de biscuits de 20 centimes, prétendant que nous devions économiser parce que mes médicaments devenaient très chers. L'hypocrisie était si flagrante que j'avais eu du mal à respirer en lisant les chiffres. Pierre utilisait ma carte de débit comme si c'était son propre salaire. Achats dans des magasins d'électronique, de vêtements pour hommes, même des cadeaux coûteux qu'il offrait probablement à Claire. Pendant ce temps, quand je demandais d'acheter un médicament de marque plutôt qu'un générique parce que je sentais une différence d'efficacité, il me regardait comme si j'étais une dépensière irresponsable compromettant le budget familial. Claire avait développé une rhétorique médicale sophistiquée pour justifier mes privations. Elle m'expliquait que les personnes de mon âge avaient besoin de moins de calories, que trop manger surchargeait le système digestif et pouvait causer des problèmes de santé. Pendant qu'elle me sermonnait sur les dangers du sucre, elle mangeait des chocolats importés qui coûtaient plus que mon argent de poche hebdomadaire de 20 €. L'argent de poche était un autre élément humiliant du système qu'ils avaient mis en place. Chaque dimanche, Pierre me remettait un billet de 20 € pour mes dépenses personnelles de la semaine. Cet argent devait couvrir tout ce que je voulais en dehors des besoins de base. Un journal, une douceur, des produits d'hygiène qui n'étaient pas les génériques que Claire achetait. 20 € par semaine de ma propre pension, donnée comme si c'était une générosité paternelle. J'avais également découvert qu'ils avaient annulé mon abonnement à la revue Femme Actuelle, que je lisais depuis 15 ans, prétendant que c'était une dépense superflue. Cependant, Claire s'abonnait à 3 magazines de mode et de décoration qui coûtaient ensemble plus du double de ma publication annulée. Quand j'avais remis en question cette divergence, elle m'avait expliqué que ces magazines étaient un investissement professionnel
puisqu'elle travaillait dans la vente de cosmétiques. La question des médicaments était devenue particulièrement perverse. Je prenais 5 médicaments réguliers pour la tension, le diabète et l'arthrite. Pierre avait commencé à se demander si j'avais vraiment besoin de tous les prendre, suggérant que les médecins prescrivaient parfois des médicaments inutiles aux patients âgés. Il était même allé jusqu'à proposer que je prenne certains médicaments en jours alternés pour économiser et voir s'ils faisaient vraiment une différence. Pendant ce temps, Pierre achetait des compléments nutritionnels très chers pour lui-même. Protéines en poudre, vitamines importées, complexes minéraux qui coûtaient plus de 100 € par mois. Quand j'avais commenté cette disparité, il m'avait expliqué que ces compléments étaient un investissement dans la santé préventive, tandis que mes médicaments étaient des dépenses pour des problèmes déjà existants. Claire avait mis en place un système de surveillance de mes habitudes qu'elle appelait « optimisation des ressources ». Elle chronométrait le temps que je passais sous la douche, contrôlait le nombre de morceaux de papier toilette que j'utilisais et même le nombre de fois où je me lavais les mains pendant la journée. Selon elle, les personnes âgées développaient souvent des habitudes compulsives liées à l'hygiène qui généraient du gaspillage. Le chauffage était devenu un autre champ de bataille. Claire maintenait la température de la maison à 18 degrés, prétendant que des températures plus élevées étaient nocives pour les personnes âgées et causaient le dessèchement de la peau. Quand je tremblais de froid et demandais d'augmenter un peu, elle m'apportait des couvertures et expliquait que se tenir au chaud avec des vêtements était plus sain que de dépendre du chauffage artificiel. Paradoxalement, leur chambre était toujours chauffée avec un radiateur électrique portable qu'ils avaient acheté sans me consulter. Quand j'avais posé la question de cette différence, Pierre m'avait dit qu'ils avaient besoin d'une température plus élevée parce qu'ils travaillaient à la maison sur l'ordinateur, tandis que je passais plus de temps allongé et n'avais donc pas besoin d'autant de chaleur. La manipulation psychologique était subtile, mais constante. Il me faisait me sentir coupable de chaque dépense, de chaque besoin, de chaque désir. Quand je me plaignais d'une restriction, Pierre soupirait et commentait le sacrifice qu'il faisait en prenant soin de moi, à quel point il serait plus facile pour eux de vivre seuls. Claire ajoutait que de nombreuses familles plaçaient leurs aînés en maison de retraite parce qu'elles ne pouvaient pas faire face aux exigences, mais qu'ils m'aimaient trop pour cela. L'inversion des rôles était complète. Moi qui avais élevé 3 enfants, géré une maison pendant des décennies et travaillé 40 ans pour conquérir mon indépendance, j'étais maintenant traitée comme une dépendante incapable de prendre des décisions sur ma propre vie. Mon expérience de vie ne valait rien face à l'autorité autoproclamée d'un couple qui utilisait mon argent pour financer leur luxe tout en me refusant les besoins de base. La faim constante avait commencé à affecter non seulement mon corps, mais aussi ma capacité à penser clairement. J'avais commencé à cacher de la nourriture dans ma chambre, comme une enfant espiègle, gardant des morceaux de pain dans les poches de ma robe de chambre et des biscuits dans le tiroir de ma commode. La sensation de devoir cacher de la nourriture dans ma propre maison était profondément humiliante, mais la nécessité de survivre l'emportait sur la dignité. J'avais développé une technique minutieuse pour transporter de petites portions de nourriture dans ma chambre sans être détectée. Pendant les repas, quand Claire ne regardait pas, je glissais des morceaux de fromage ou de fruits dans ma serviette, puis je les transférais discrètement dans mes poches. C'était comme une opération militaire secrète, planifiée et exécutée avec précision pour éviter la découverte. La cachette principale se trouvait dans une boîte à chaussures au fond de l'armoire, tapissée de papier aluminium pour mieux conserver les aliments. Des biscuits emballés individuellement, des morceaux de chocolat qui duraient des semaines consommés en petits fragments, des fruits secs que je réussissais à attraper quand Claire était distraite. C'était mon trésor secret, ma réserve d'urgence contre la faim programmée. La découverte était survenue un matin où Claire avait décidé de réorganiser mon armoire sans prévenir. Elle avait prétendu qu'elle m'aidait à garder ma chambre plus organisée, mais en réalité, elle effectuait une fouille générale à la recherche de preuves de comportement inapproprié. Quand elle avait trouvé ma boîte de nourriture cachée, son cri d'indignation avait résonné dans tout l'appartement. Claire m'avait accusée d'être dépendante du sucre
et de développer un comportement compulsif lié à la nourriture. Elle avait étalé le contenu de la boîte sur le lit et m'avait confrontée comme si j'étais une criminelle prise en flagrant délit. Selon elle, cacher de la nourriture était un symptôme de troubles psychologiques courants chez les personnes âgées et démontrait que je ne parvenais pas à m'adapter aux routines saines qu'ils avaient mises en place. Pierre avait été appelé pour témoigner de ma transgression et avait réagi avec une déception théâtrale. Il m'avait dit qu'il était déçu de mon manque de coopération et que cacher de la nourriture démontrait que je ne leur faisais pas confiance. Selon sa logique tordue, mon comportement prouvait que j'avais des problèmes de contrôle alimentaire et que les restrictions étaient justifiées et nécessaires. La punition fut immédiate et disproportionnée. Pierre avait réduit mon argent de poche hebdomadaire de 20 € à 10, prétendant que j'utilisais l'argent pour acheter de la nourriture supplémentaire contre les avis médicaux. Claire avait mis en place des inspections quotidiennes de ma chambre, toujours justifiées comme des soins de santé et une préoccupation pour mon bien-être psychologique. Les inspections étaient effectuées pendant que je prenais mon bain ou quand je sortais me promener dans le quartier. Je revenais et trouvais des tiroirs légèrement désalignés, des vêtements repliés différemment, des objets personnels dans des positions que je n'avais pas laissées. Claire niait toujours avoir touché à quoi que ce soit, mais il était évident qu'elle fouillait mes affaires à la recherche de nouvelles cachettes de nourriture. Ma santé mentale avait commencé à se détériorer sous cette pression constante. J'avais développé une anxiété chronique liée aux heures de repas, me réveillant au milieu de la nuit avec l'estomac douloureux de faim et incapable de me rendormir. Pendant la journée, je pensais obsessivement à la nourriture, comptant les heures jusqu'au prochain repas autorisé et calculant si les portions seraient suffisantes. L'isolement social s'était intensifié lorsque j'avais cessé de recevoir des visites. Margot, ma voisine et amie depuis 20 ans, venait prendre le café avec moi les jeudis après-midi. Claire avait commencé à intercepter ces visites, expliquant à Margot que je traversais une période de santé délicate et que les visites me rendaient trop agitée. Progressivement, les gens avaient cessé d'essayer de me contacter. Pierre avait suggéré que je commence à prendre des médicaments contre l'anxiété, prétendant que mon comportement devenait erratique et préoccupant. Il avait fait des recherches sur Internet sur les troubles alimentaires chez les personnes âgées et croyait que j'avais besoin d'une aide psychiatrique professionnelle. L'ironie était cruelle. Les symptômes qu'il observait étaient la conséquence directe du traitement qu'il m'imposait. J'avais commencé à faire des cauchemars récurrents sur la nourriture. Je rêvais que j'étais dans un supermarché infini où tous les produits étaient enfermés derrière des vitres ou que je préparais des banquets élaborés qui disparaissaient avant que je puisse manger. Je me réveillais avec le goût de la nourriture dans la bouche et la cruelle réalité d'un autre jour de rationnement programmé. Mon reflet dans le miroir avait commencé à montrer des signes préoccupants. J'avais visiblement perdu du poids. Mon visage était plus anguleux et mes vêtements devenaient amples. Quand j'avais commenté cela à Claire, elle m'avait félicité pour ma perte de poids et m'avait dit que je devenais plus saine. Selon elle, les personnes âgées portaient bien souvent un poids inutile et mon nouveau look démontrait que le programme alimentaire fonctionnait. La sensation de trahison était peut-être plus douloureuse que la faim physique. Pierre était mon fils, le bébé que j'avais allaité, l'enfant que j'avais consolé pendant ses cauchemars, le jeune homme que j'avais soutenu dans toutes ses tentatives de trouver son chemin dans la vie. Maintenant, ce même homme me traitait comme un fardeau gênant, contrôlant mon alimentation comme si j'étais un animal domestique sans capacité d'autodétermination. Claire, qui un jour m'appelait affectueusement belle-mère et me remerciait d'avoir élevé l'homme merveilleux qu'elle avait épousé, me voyait maintenant comme un obstacle à gérer avec une efficacité froide et calculatrice. Sa transformation de belle-fille affectueuse en geôlière domestique était si radicale que parfois je me demandais si je l'avais vraiment connue auparavant. Les nuits étaient devenues mon seul refuge. Allongé dans l'obscurité de ma chambre, je planifiais de petites révoltes silencieuses. Comment obtenir un biscuit supplémentaire ou cacher un fruit? Quand Pierre et Claire sortiraient,
pour que je puisse boire un verre de lait additionnel. Ma vie s'était réduite à des stratégies de survie à l'intérieur de ma propre maison. L'évanouissement était survenu un après-midi de janvier, alors que je préparais le déjeuner pour eux. Claire m'avait demandé de cuisiner un pot-au-feu, un plat qui exigeait 3 heures de préparation, mais que je ne pourrais pas manger car il était hors de mon plan alimentaire en raison de la teneur élevée en matière grasse de la viande. L'ironie de cuisiner des repas qui m'étaient interdits était devenue une routine amère de mon existence. J'étais en train de couper les légumes quand j'avais ressenti un vertige soudain. Ma vision s'était brouillée, mes jambes avaient flanché, et la dernière chose dont je me souvenais était le sol de la cuisine s'approchant rapidement de mon visage. Je m'étais réveillée à l'hôpital Édouard Herriot avec une infirmière, vérifiant ma tension artérielle, et Pierre parlant à un médecin dans le couloir. Le docteur Moreau, un homme aimable d'une 50aine d'années, m'avait examiné attentivement et m'avait posé plusieurs questions sur mon alimentation récente. J'avais essayé d'expliquer que je suivais un régime contrôlé, mais Pierre m'avait constamment interrompu, fournissant sa propre version des faits. Selon lui, j'avais l'habitude de mal me nourrir et ils essayaient de m'aider, mais j'étais têtue et résistais aux conseils sains. Pierre avait raconté au médecin que je mangeais des sucreries en cachette, que j'avais un comportement compulsif avec la nourriture et que je rejetais fréquemment les repas nutritifs que Claire préparait. Il avait brossé le tableau d'une personne âgée, difficile et peu coopérative, tout en se présentant comme un fils dévoué, luttant pour prendre soin d'une mère problématique. Sa performance était si convaincante qu'elle avait même ému l'une des infirmières. Le médecin avait demandé des analyses de sang qui avaient révélé des carences nutritionnelles significatives, faible niveau de fer, de vitamine B12 et de protéines. Quand il m'avait interrogé directement sur mon alimentation, Pierre étant momentanément sorti de la pièce, j'avais réussi à expliquer rapidement la situation réelle. Le docteur Moreau avait froncé les sourcils et pris des notes minutieuses, mais quand Pierre était revenu, il avait gardé une expression neutre et professionnelle. Pendant mon hospitalisation de 2 jours, j'avais reçu une alimentation hospitalière régulière et nutritive. C'était la première fois depuis des mois que je mangeais sans culpabilité, sans chronomètre, sans justification. La nourriture de l'hôpital, généralement critiquée pour son manque de saveur, m'avait semblé un véritable festin. J'avais mangé chaque repas entièrement, savourant chaque bouchée comme si c'était une fête. Pierre et Claire me rendaient visite quotidiennement, toujours avec des fleurs et des démonstrations publiques d'affection qui contrastaient radicalement avec le traitement domestique. Ils jouaient le rôle de famille aimante et préoccupée pour toute l'équipe médicale, tout en me murmurant des rappels de ne pas causer de problèmes inutiles ou de mentionner des malentendus sur notre dynamique familiale. Une assistante sociale, Madame Laurent, était venue me parler de ma situation domestique. C'était une femme perspicace qui posait des questions spécifiques sur ma routine, mon autonomie financière et ma qualité de vie. J'avais eu envie de tout raconter, mais Pierre était arrivé au milieu de la conversation et avait habilement détourné le sujet vers des discussions sur les soins médicaux et les adaptations architecturales pour les personnes âgées. Pendant la 2e nuit à l'hôpital, enfin seule pour réfléchir sans interférence, j'avais commencé à comprendre la gravité de ma situation. L'évanouissement n'était pas un accident isolé, mais la conséquence inévitable de mois de privation systématique. Mon corps m'envoyait un signal désespéré qu'il ne pouvait pas continuer à fonctionner avec la nutrition inadéquate qui m'était imposée. J'avais réalisé que j'étais devenue victime d'abus systématiques déguisés en soins familiaux. Les restrictions alimentaires, le contrôle financier, l'isolement social, la manipulation psychologique, tout cela constituait une forme sophistiquée de violence domestique envers une personne âgée. La découverte était à la fois libératrice et terrifiante, car cela signifiait que je devrais prendre des décisions difficiles concernant mon avenir. Le docteur Moreau m'avait dit que ma guérison exigerait des changements significatifs dans mon mode de vie, notamment en ce qui concernait la nutrition. Il avait recommandé un suivi nutritionnel
et suggéré que la famille collabore pour s'assurer que j'ai un accès adéquat à des aliments nutritifs. Ces orientations étaient directes et basées sur des preuves médicales claires. Quand Pierre avait entendu les recommandations médicales, il avait réagi avec une résistance subtile mais perceptible. Il avait remis en question si le médecin avait adéquatement pris en compte mon âge et mes conditions préexistantes, suggérant que les orientations étaient peut-être trop libérales pour quelqu'un de ma tranche d'âge. Sa capacité à déformer même les orientations médicales professionnelles en faveur de son système de contrôle m'avait laissé véritablement impressionné et horrifié. À ma sortie de l'hôpital, j'avais reçu des instructions écrites sur une alimentation adéquate pour une récupération complète. Le document médical officiel contrastait radicalement avec les règles de santé que Pierre et Claire avaient mises en place à la maison. C'était une preuve concrète que mon traitement domestique n'était pas seulement erroné, mais potentiellement dangereux pour ma santé. Le trajet de retour à la maison avait été tendu et silencieux. Pierre conduisait, tandis que Claire feuilletait les instructions médicales, avec une expression de plus en plus sombre. Je savais qu'ils calculaient comment adapter les recommandations de l'hôpital au système de contrôle qu'ils avaient établi. La perspective de retourner dans cette prison domestique me causait une anxiété physique. Quand nous étions entrés dans l'appartement, tout semblait physiquement identique, mais ma perception avait complètement changé. Maintenant, je voyais chaque élément. Le cadenas sur le réfrigérateur, les listes d'horaires de repas, la caméra que Pierre avait installée dans la cuisine pour ma sécurité, comme des composants d'un système abusif. L'hospitalisation m'avait donné une perspective que j'avais progressivement perdue pendant des mois de manipulation psychologique. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'avais pris une décision qui allait tout changer. Je ne permettrais plus qu'on me traite de cette façon. Je ne savais pas exactement comment, mais je trouverais un moyen de retrouver ma dignité et mon autonomie. L'évanouissement avait été un tournant, le moment où mon corps s'était rebellé contre un traitement inacceptable. Il était maintenant temps pour mon esprit de faire de même. Les jours qui avaient suivi ma sortie de l'hôpital furent une période d'observation silencieuse et de planification minutieuse. Extérieurement, j'étais revenu à la routine contrôlée que Pierre et Claire avaient établie. Mais intérieurement, je traitais des décennies d'expérience de vie qui me donnaient les ressources nécessaires pour faire face à la situation actuelle. Ils avaient gravement sous-estimé la femme que j'étais réellement sous la façade de fragilité sénile. J'avais commencé à me souvenir de qui j'étais avant de devenir la victime de leur système. Marguerite Dubois, qui avait travaillé 40 ans dans une usine textile dominée par les hommes et s'était imposée comme l'une des couturières les plus respectées. La femme qui avait élevé 3 enfants seuls après la mort d'André d'une crise cardiaque à 52 ans. La femme qui avait géré un budget familial serré pendant des décennies et avait toujours réussi à payer toutes les factures à temps. J'avais survécu à la guerre enfant, traversé la pauvreté de ma jeunesse, affronté un veuvage prématuré et construit une vie digne grâce à un travail acharné et à la détermination. Cette même femme ne serait pas vaincue par un fils manipulateur et son épouse contrôlante, surtout pas dans sa propre maison achetée avec sa propre sueur. La première résistance fut subtile mais significative. Quand Claire m'avait remis ma liste hebdomadaire d'aliments autorisés, j'avais examiné le document attentivement et posé des questions spécifiques sur les restrictions. J'avais demandé quelles étaient ses qualifications médicales pour déterminer mon régime alimentaire, quelles études scientifiques étayaient ses recommandations, et si elle avait consulté le docteur Moreau avant d'ignorer les directives hospitalières. Mes questions l'avaient visiblement déstabilisée. Pendant des mois, elle avait opéré avec une autorité incontestable, et ma soudaine capacité d'analyse critique l'avait prise complètement au dépourvu. Quand elle avait balbutié en essayant de justifier ses décisions, j'avais réalisé que son pouvoir dépendait entièrement de ma passivité et de mon acceptation. J'avais commencé à tout documenter méticuleusement. Dans un carnet que j'avais caché entre les pages d'une vieille Bible, j'enregistrais les heures de repas, les quantités de nourriture autorisées, les dépenses que j'observais et les commentaires spécifiques qu'il faisait. Si cette situation devait atteindre des instances légales ou médicales,
j'aurais des preuves détaillées de ce qui se passait. La documentation avait révélé des schémas encore plus troublants que je ne l'avais perçu. En 2 semaines, j'avais enregistré 17 occasions où l'accès à la nourriture que j'avais moi-même achetée m'avait été refusé, tandis que Pierre et Claire avaient consommé plus de 300 € en produits gourmands. La disparité était si extrême qu'elle me semblait irréelle, même à moi qui la vivais. J'avais développé des stratégies psychologiques pour maintenir ma santé mentale pendant la période de planification. J'avais établi des rituels matinaux d'affirmation personnelle, me rappelant mes réalisations passées et mes capacités actuelles. J'exerçais ma mémoire en récitant des recettes que je connaissais par cœur, des poèmes appris à l'école et la chronologie de l'histoire familiale que j'avais construite. Pierre avait tenté d'interpréter mon changement de comportement comme une amélioration de ma santé mentale, se félicitant d'avoir fourni un environnement structuré qui m'aidait à penser plus clairement. Son aveuglement était si profond qu'il croyait sincèrement que son contrôle sur moi était bénéfique. Je l'avais laissé entretenir cette illusion. Pendant que je planifiais ma stratégie, j'avais redécouvert une force physique que je pensais avoir perdue. La période d'alimentation adéquate à l'hôpital m'avait donné une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des mois. J'avais commencé à faire des exercices discrets dans ma chambre, étirements, petites marches circulaires, exercices de résistance avec des bouteilles d'eau comme poids. Mon corps répondait positivement aux soins minimaux. La réflexion la plus douloureuse avait été d'accepter ma propre responsabilité dans la situation. J'avais permis que cela se produise progressivement, cédant de petites autonomies une à une jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien. La bonté maternelle et le désir d'aider mon fils avaient été manipulés contre moi, mais je devais reconnaître que j'avais aussi choisi la voie de la moindre résistance. Cette auto-analyse n'était pas pour me culpabiliser, mais pour comprendre comment éviter des situations similaires à l'avenir. J'avais identifié les moments spécifiques où j'aurais pu établir des limites plus fermes, les signaux d'alerte que j'avais ignorés et ceux que j'avais rationalisés. La connaissance était un pouvoir, et j'avais besoin de tout le pouvoir possible pour ce qui allait suivre. J'avais commencé à observer Pierre et Claire avec des yeux analytiques plutôt qu'émotionnels. J'avais vu comment ils opéraient en équipe, comment ils alternaient entre le rôle de méchant flic et de bon flic, comment ils utilisaient mon propre langage d'amour contre moi. C'étaient des manipulateurs habiles, mais pas infaillibles. Tous les systèmes de contrôle ont des vulnérabilités. Leur principale vulnérabilité était la dépendance totale à ma pension pour maintenir leur mode de vie. Ils étaient devenus si à l'aise avec un accès illimité à mon argent qu'ils avaient cessé de chercher activement un emploi ou un revenu propre. Cette dépendance financière serait mon principal levier pour reprendre le contrôle. Pendant cette période de croissance personnelle, j'avais également développé une compassion plus mature pour l'ensemble de la situation. Pierre était mon fils, et quelque part au fond de son caractère, il y avait les graines de l'homme bon que j'avais essayé d'élever. La vie avait été difficile pour lui, et ses choix actuels reflétèrent des faiblesses et des peurs profondes. Cela ne justifiait pas l'abus, mais cela m'aidait à garder une perspective humaine. Claire était plus compliquée à comprendre, car je n'avais pas participé à la formation de son caractère. Mais en observant attentivement, j'avais réalisé qu'elle aussi agissait par insécurité et par peur. Peut-être croyait-elle sincèrement qu'elle m'aidait, ou peut-être était-elle consciente de la manipulation. Quoi qu'il en soit, elle serait également tenue responsable des conséquences. La phase de croissance avait culminé lorsque j'avais développé un plan spécifique pour retrouver mon autonomie. Ce ne serait pas une révolution dramatique, mais un processus minutieux et systématique pour reprendre le contrôle de ma propre vie. J'avais des ressources, de l'expérience et de la détermination. Maintenant, il ne me fallait plus que le courage de mettre en œuvre les changements nécessaires. La situation avait empiré drastiquement à mon retour de l'hôpital, comme si ma brève expérience d'alimentation adéquate avait profondément irrité Pierre et Claire. Ils avaient interprété les recommandations médicales comme une menace au système de contrôle qu'ils avaient établi et avaient réagi en mettant en œuvre des restrictions encore plus sévères
déguisée en soins médicaux responsables. Claire avait commencé à cacher mes médicaments, prétendant que je prenais des doses incorrectes et à des heures inappropriées. Elle avait créé un système où je devais demander chaque comprimé individuellement, justifiant pourquoi j'avais besoin du médicament à ce moment précis. Selon elle, les personnes âgées développaient souvent une dépendance psychologique aux médicaments et prenaient des doses excessives par anxiété. La manipulation des médicaments était particulièrement perverse car elle affectait directement ma santé physique. Mes médicaments pour la tension artérielle devaient être pris à des heures régulières, mais Claire me faisait souvent attendre, prétendant que j'exagérais l'urgence. Quand ma tension montait en raison du retard de la médication, elle utilisait cela comme preuve que j'étais hypocondriaque et dramatisait des problèmes mineurs. Pierre avait installé des caméras supplémentaires dans la maison, justifiant cela comme une mesure de sécurité après mon évanouissement. Il y avait maintenant des dispositifs de surveillance dans la cuisine, le salon et même le couloir près de ma chambre. Il m'avait expliqué qu'il devait surveiller mes mouvements pour s'assurer que je ne fasse pas de chute ou d'épisodes similaires à celui qui avait causé mon hospitalisation. La surveillance constante avait créé un environnement carcéral à l'intérieur de ma propre maison. Je ne pouvais pas aller aux toilettes, préparer un thé ou simplement m'asseoir dans le fauteuil du salon sans savoir que j'étais observée et potentiellement enregistrée. La paranoïa s'était intensifiée quand j'avais réalisé qu'il révisait les enregistrements et commentait mes comportements étranges observés sur les caméras. L'isolement social avait atteint des niveaux extrêmes lorsqu'ils avaient annulé la ligne téléphonique fixe, invoquant des économies nécessaires après mon hospitalisation. Mon seul moyen de communication avec le monde extérieur avait complètement disparu. Quand j'avais protesté, Pierre m'avait montré des factures détaillées prouvant que nous devions couper les dépenses superflues pour couvrir de futures dépenses médicales. Claire avait suggéré que je ne mange qu'un repas complet par jour pour donner du repos au système digestif et permettre une meilleure absorption des nutriments. Selon ses recherches en ligne, de nombreuses cultures pratiquaient le jeûne intermittent pour la longévité et elle croyait que cette approche serait bénéfique pour ma récupération. La proposition signifiait réduire encore plus mon apport alimentaire déjà insuffisant. La mise en œuvre du jeûne thérapeutique fut progressive mais implacable. D'abord, ils avaient éliminé le petit déjeuner, expliquant que manger trop tôt surchargeait le métabolisme. Ensuite, la collation de l'après-midi avait été annulée parce qu'elle perturbait la digestion du déjeuner. Finalement, j'avais été limitée à un repas par jour, toujours servi à 6 heures du soir et soigneusement surveillé quant à la quantité et à la composition. Mon énergie physique avait diminué drastiquement avec la restriction alimentaire extrême. Monter les escaliers était devenu une tâche exténuante. Me concentrer sur la lecture était difficile et je ressentais fréquemment des vertiges en me levant rapidement. Quand j'avais mentionné ces symptômes, Claire les avait attribués au processus naturel de vieillissement et avait suggéré que j'accepte les limitations de l'âge au lieu de lutter contre elles. Pierre avait trouvé un nouvel emploi à temps partiel, mais au lieu d'alléger notre situation financière, cela avait aggravé mon isolement. Maintenant, il quittait la maison régulièrement, me laissant seule avec Claire pendant de longues périodes. Sans sa présence modératrice occasionnelle, Claire devenait encore plus contrôlante et hostile, me traitant ouvertement comme un fardeau gênant. Pendant ces périodes passées seule avec Claire, elle me soumettait à de longs sermons sur la responsabilité financière, les problèmes de santé liés à l'âge et la nécessité de se préparer à une dépendance totale. Elle me décrivait des scénarios futurs où je serais complètement dépendante de soins externes et expliquait comment il me préparait progressivement à cette transition inévitable. La pression psychologique s'était intensifiée lorsqu'ils avaient commencé à suggérer que j'envisage la possibilité de déménager dans un environnement plus adapté à mes besoins. Claire m'avait montré des brochures de maisons de retraite, expliquant comment beaucoup offraient des soins spécialisés qu'ils ne pouvaient pas fournir à la maison. Le message implicite était clair: coopérez ou vous serez déplacé.
J'avais découvert qu'ils avaient été en contact avec des institutions gériatriques, se renseignant sur la disponibilité et les coûts. Quand j'avais confronté Pierre à ce sujet, il m'avait dit qu'ils exploraient simplement des options pour l'avenir et que je ne devais pas m'inquiéter prématurément. Sa capacité à normaliser l'inacceptable était devenue effrayamment sophistiquée. La goutte d'eau était survenue lorsque j'avais trouvé des documents légaux que Pierre avait préparés pour demander ma tutelle judiciaire. Les papiers alléguaient que je n'avais plus la capacité mentale de gérer mes propres affaires financières et que j'avais besoin d'une tutelle légale. La trahison était si profonde qu'il m'avait fallu plusieurs minutes pour comprendre pleinement ce que je voyais. Les documents incluaient des preuves de mon incapacité, des épisodes de confusion, en réalité, des moments de faiblesse dus à la malnutrition, un comportement alimentaire erratique, ma tentative d'obtenir une nutrition adéquate, et un isolement social qu'ils m'avaient eux-mêmes imposé. C'était un récit méticuleusement construit qui transformait les symptômes de l'abus en justification pour un contrôle accru. J'avais réalisé à ce moment-là que je faisais face non seulement à une famille abusive, mais à une conspiration légale pour me priver complètement du contrôle de ma propre vie. S'ils obtenaient la tutelle, je deviendrais légalement incapable et ils auraient un pouvoir total sur mes finances, mes décisions médicales et mon lieu de résidence. C'était le coup final qui me transformerait d'une personne indépendante en une propriété légale. La découverte des documents de tutelle m'avait donné l'urgence finale dont j'avais besoin pour agir. Il n'y avait plus de temps pour une planification progressive ou l'espoir d'une réconciliation familiale. C'était une question de survie légale et personnelle. Si je n'agissais pas immédiatement, je perdrais à jamais toute possibilité de retrouver mon autonomie. La première tentative de Pierre pour me faire signer la procuration était survenue un matin de février, déguisée en conversation décontractée sur la simplification des processus bancaires. Il avait posé les documents sur la table de la cuisine avec mon café rationné et avait expliqué qu'il avait besoin de ma signature pour faciliter le paiement des factures, pendant que je me remettais encore de l'hospitalisation. Les papiers semblaient inoffensifs à première vue, avec un langage juridique complexe que Pierre avait résumé comme une simple formalité administrative. Il m'avait assuré que c'était juste pour éviter que je n'aie à me déplacer à la banque pour les transactions courantes, compte tenu de ma condition de santé délicate. Sa présentation était si convaincante que j'avais failli signer sans y réfléchir à 2 fois. Quelque chose dans le ton excessivement décontracté de Pierre avait éveillé mes soupçons. J'avais demandé à lire attentivement les documents avant de signer, ce qui avait provoqué une réaction d'impatience mal dissimulée. Il m'avait dit qu'il n'était pas nécessaire de se soucier des détails techniques et que son explication résumait tout ce que j'avais besoin de savoir. Plus il insistait sur l'inutilité d'une lecture détaillée, plus j'étais déterminée à comprendre chaque mot. La lecture avait révélé que la procuration était bien plus étendue que Pierre ne l'avait décrit. Le document lui aurait donné un pouvoir total sur mon compte bancaire, mes propriétés, mes décisions d'investissement et même mes choix médicaux. Essentiellement, je lui aurais transféré le contrôle complet de ma vie financière et personnelle à quelqu'un qui avait déjà prouvé qu'il n'était pas digne de confiance. Quand j'avais informé Pierre que je ne signerais pas le document, sa réaction avait été explosive et révélatrice. Toute la façade du fils préoccupé avait disparu instantanément, remplacée par une colère authentique et des arguments manipulateurs. Il m'avait accusé de ne pas lui faire confiance, après tout ce qu'il avait fait pour moi, d'être ingrate et paranoïaque, et de compliquer des situations simples en raison de la détérioration mentale liée à l'âge. Pierre alternait entre les tactiques de culpabilisation et d'intimidation avec une habileté qui m'avait surprise. À un moment, il était presque en larmes, parlant des sacrifices que Claire et lui avaient faits pour prendre soin de moi, et l'instant d'après, il criait à propos de mon entêtement et de mon manque de coopération. C'était une performance théâtrale destinée à me déstabiliser émotionnellement et à me faire céder à ses exigences. Claire s'était jointe à l'attaque coordonnée, utilisant une approche plus subtile, mais tout aussi manipulatrice.
Elle m'avait dit que ma résistance démontrait que je ne pensais pas clairement, que le stress de la maladie affectait mon jugement et que Pierre essayait simplement de me protéger de moi-même. Selon elle, les personnes de mon âge développèrent souvent une paranoïa irrationnelle envers leur famille. Le bombardement psychologique avait duré des heures, avec eux alternant différentes stratégies de persuasion, quand les tactiques émotionnelles n'avaient pas fonctionné. Ils avaient tenté une logique déformée. Ils avaient expliqué que la procuration serait temporaire, que je pourrais la révoquer à tout moment, que c'était une mesure préventive pour les situations d'urgence. Chaque argument semblait raisonnable isolément, mais l'ensemble révélait un agenda bien plus sinistre. Pierre était même allé jusqu'à menacer de me ramener à l'hôpital si je continuais à agir de manière irrationnelle. Il avait suggéré que mon refus de signer des documents importants était une preuve de déclin cognitif et que j'avais peut-être besoin d'une évaluation psychiatrique. La menace était particulièrement troublante car il avait déjà démontré sa capacité à manipuler des professionnels de la santé. Pendant la discussion, j'avais réalisé qu'ils avaient déjà consulté un avocat au sujet du processus de tutelle et que la procuration n'était que la première étape d'un plan plus ambitieux. Si je signais volontairement, ce serait la preuve que je reconnaissais mon incapacité. Si je refusais, ils utiliseraient mon entêtement comme preuve d'instabilité mentale. C'était un piège soigneusement construit où toute réponse serait utilisée contre moi. La pression s'était intensifiée lorsqu'ils avaient commencé à mettre en œuvre des punitions subtiles pour mon refus. Mon repas quotidien avait été encore réduit, prétendant que j'étais trop agitée pour une digestion adéquate. Le chauffage de ma chambre avait été complètement coupé. Claire expliquant qu'il devait économiser de l'énergie en raison des complications financières que mon entêtement causait. Pierre avait apporté différentes versions du document de procuration, chacune légèrement modifiée, essayant de me convaincre qu'il avait répondu à mes préoccupations. Une version avait une date d'expiration, une autre limitait la portée des pouvoirs, une troisième incluait des clauses de révision périodique. Toutes étaient des illusions de compromis qui maintenaient le contrôle essentiel entre ses mains. La stratégie la plus perverse fut quand ils avaient commencé à faire semblant que tout était normal, comme si la discussion sur la procuration n'avait jamais eu lieu. Pendant quelques jours, ils avaient été polis et attentifs, offrant de petites gentillesses et me traitant avec un respect apparent. La normalité artificielle était presque plus perturbante que l'hostilité ouverte. Claire était même allée jusqu'à me préparer un repas spécial pour célébrer ma guérison, incluant un dessert que je n'avais pas mangé depuis des mois. Pendant que je savourais la nourriture, elle parlait joyeusement de plans pour l'été et de suggestions de promenades que nous pourrions faire ensemble. La normalité artificielle était presque plus perturbante que l'hostilité ouverte, mais la pause dans les hostilités fut temporaire et stratégique. Quand il fut clair que je ne changerais pas d'avis sur la procuration, ils étaient revenus aux tactiques agressives avec une intensité renouvelée. Pierre m'avait dit qu'il était fatigué d'essayer d'aider quelqu'un qui ne voulait pas d'aide, et Claire avait suggéré qu'il était peut-être temps d'explorer d'autres options pour ma situation. La menace implicite était claire: si je ne coopérais pas volontairement, il procéderait à une tutelle légale forcée. Pendant cette conversation finale sur la procuration, j'avais réalisé que j'étais arrivée au moment de vérité. Il n'y avait plus de juste milieu, plus de possibilité de compromis. C'était une guerre totale pour mon autonomie et je devais être prête à me battre avec toutes les armes disponibles. Cette nuit-là, seule dans ma chambre froide, j'avais pris la décision finale de résister à tout prix. Ils avaient gravement sous-estimé ma détermination et mes ressources. Pierre avait oublié que sa mère avait survécu à des décennies de difficultés et ne serait pas vaincue par la manipulation familiale. Il était temps de leur rappeler exactement à qui ils avaient affaire. Le matin du 15 mars serait gravé comme le jour où j'ai repris le contrôle de ma propre vie. Je me suis réveillée à 5 heures, 1 heure plus tôt que d'habitude, et j'ai mené l'opération que j'avais soigneusement planifiée pendant des semaines d'observation silencieuse. Pendant que Pierre et Claire dormaient, j'ai mis en œuvre ma révolution personnelle, avec la précision d'une couturière expérimentée
qui savait exactement où couper pour obtenir le résultat souhaité. J'ai marché silencieusement jusqu'à la cuisine et j'ai ouvert le réfrigérateur en utilisant la clé que j'avais vue claire cachée dans le tiroir à ustensiles. J'ai sorti suffisamment d'ingrédients pour préparer un petit déjeuner complet. Des œufs, du bacon, du pain frais, du beurre, de la confiture et du vrai café. Pendant que je cuisinais pour la première fois depuis des mois sans surveillance, je me sentais comme une prisonnière exécutant une évasion soigneusement orchestrée. J'ai pris mon petit déjeuner avec un calme délibéré, savourant chaque bouchée non seulement pour la nourriture, mais pour le symbolisme de l'acte. Chaque bouchée était une déclaration d'indépendance. Chaque gorgée de café était une affirmation de mon humanité. Quand j'ai eu fini, j'ai lavé la vaisselle soigneusement et j'ai tout rangé, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. À 7 heures du matin, j'ai appelé la banque en utilisant le téléphone portable que j'avais acheté secrètement lors de ma dernière visite chez le médecin. La conversation avec le directeur, M. Rousseau, a été directe et professionnelle. J'ai informé que je souhaitais annuler immédiatement le compte joint que je détenais avec mon fils et transférer tous les fonds vers un nouveau compte individuel, uniquement à mon nom. Le processus bancaire a duré 2 heures et a exigé ma présence physique à l'agence. J'ai dit à Pierre et Claire que j'avais un rendez-vous médical de routine et que je serais de retour en fin de matinée. Ils n'ont pas posé de questions, supposant que je restais soumise et prévisible. Leur complaisance a été mon plus grand avantage en ce matin crucial. À l'agence bancaire, j'ai découvert que Pierre avait tenté de se désigner comme bénéficiaire principal de mon compte et avait effectué plusieurs transactions non autorisées au cours des derniers mois. M. Rousseau m'a montré des relevés détaillés qui révélaient un schéma systématique d'appropriation de mes ressources. Les preuves étaient encore plus accablantes que je ne l'avais soupçonné. Le transfert de fonds a été effectué à 10h30 du matin. Mon nouveau compte était protégé par des mots de passe que seul moi connaissais, et Pierre a complètement perdu l'accès à mes ressources financières. J'ai également annulé toutes les cartes de débit et de crédit liées à l'ancien compte, garantissant qu'ils ne pourraient plus utiliser mon argent pour financer leur luxe. Je suis rentrée à la maison à 11h, affichant une normalité apparente, mais portant une révolution silencieuse dans ma poche. Les documents du nouveau compte bancaire et les cartes qui représentaient mon indépendance reconquise. Pierre et Claire étaient dans le salon à regarder la télévision, complètement inconscients du fait que leur système de contrôle avait été démoli pendant qu'ils se détendaient. Le moment de vérité est arrivé quand Pierre a essayé d'utiliser ma carte pour acheter un déjeuner en ligne, comme il le faisait habituellement. La carte a été refusée et il a supposé que c'était un problème technique temporaire. Il a réessayé, puis a appelé la banque et a progressivement découvert que quelque chose avait radicalement changé. La confusion sur son visage était presque comique. Quand Pierre m'a confronté au sujet de la carte refusée, j'ai gardé une expression neutre et j'ai expliqué calmement que j'avais annulé notre compte joint et transféré mon argent sur un compte individuel. J'ai dit cela sur un ton de quelqu'un qui commente un changement de temps, sans drame ni émotion excessive. La simplicité de ma déclaration a amplifié son impact. Leur réaction fut explosive et révélatrice. Pierre a crié que je n'avais pas le droit de prendre des décisions financières dans ma condition, tandis que Claire m'a accusé d'ingratitude et de trahison. Ils alternaient entre menaces, supplications et tentatives de manipulation émotionnelle. Mais cette fois, j'étais préparée à chaque stratégie qu'ils utilisaient. Quand Pierre a menacé de me ramener à l'hôpital pour une évaluation de ma capacité mentale, j'ai répondu calmement qu'il était le bienvenu pour essayer, mais que j'avais maintenant les ressources financières pour engager mes propres avocats et médecins. Le changement de dynamique de pouvoir était palpable. Pour la première fois depuis des mois, il réagissait à mes actions au lieu de les contrôler. Claire a tenté l'approche émotionnelle, pleurant et parlant de famille, d'amour et de préoccupations sincères pour mon bien-être. J'ai répondu que les personnes qui se soucient réellement ne verrouillent pas les réfrigérateurs, ne cachent pas les médicaments et n'essaient pas d'imposer des procurations. Ses larmes ont séché rapidement
quand elle a réalisé que la manipulation émotionnelle ne fonctionnait plus. La discussion a duré des heures, mais ma position était inébranlable. J'ai expliqué qu'ils avaient 2 semaines pour trouver une solution de logement et un emploi, car je ne continuerai pas à financer leur mode de vie au détriment de ma dignité. J'ai offert une aide raisonnable pour la transition, mais j'ai clairement indiqué que la situation actuelle était définitivement terminée. Pierre a tenté d'argumenter qu'ils n'avaient pas les ressources pour déménager, qu'ils avaient que des besoins de temps pour s'organiser, que j'étais cruelle et vengeresse. J'ai répondu qu'ils avaient eu 8 mois pour trouver un emploi et un logement à eux, tout en vivant confortablement de mon argent. Le temps de préparation était terminé. Le pouvoir de ma position est devenu évident lorsque Claire a demandé comment ils paieraient les factures avant de recevoir leur premier salaire. J'ai suggéré qu'ils utilisent les économies qu'ils avaient certainement accumulées pendant des mois de vie financière gratuite. Quand ils ont admis qu'ils n'avaient rien épargné, il est devenu clair qu'ils avaient supposé que leur situation parasitaire serait permanente. Cet après-midi-là, j'ai mis en œuvre des changements pratiques immédiats. J'ai retiré le cadenas du réfrigérateur et l'ai jeté à la poubelle. J'ai débranché les caméras de surveillance que Pierre avait installées et j'ai rétabli mon autonomie sur les médicaments et les repas. Chaque action était symbolique et pratique, reconstruisant ma dignité un geste à la fois. Le soir, pour la première fois depuis près d'1 an, j'ai dîné ce que je voulais, quand je voulais, en quantité que je voulais. J'ai préparé un pot-au-feu élaboré, j'ai bu un verre de vin que j'avais gardé pour une occasion spéciale, et j'ai mangé un dessert sans demander la permission à personne. Ce fut une célébration silencieuse de la liberté retrouvée. Pierre et Claire ont passé la nuit à téléphoner désespérément à des parents et amis, essayant de trouver un logement temporaire. La réalité de leurs circonstances précaires devenait enfin apparente. Après des mois à me traiter comme un fardeau, ils ont découvert qu'ils étaient les véritables dépendants dans la relation. Les 2 semaines suivantes furent une transformation complète de la dynamique familiale. Pierre et Claire alternaient entre une fureur impuissante et des supplications désespérées, tentant chaque stratégie concevable pour me faire reconsidérer ma décision. Ils avaient promis des changements de comportement radicaux, offert de payer un loyer symbolique et même suggéré de diviser l'appartement en zones séparées où chacun aurait une indépendance totale. J'ai maintenu ma résolution avec une fermeté qui me surprenait moi-même. Des décennies d'expérience face à des situations difficiles m'avaient quand même préparé à ce moment de vérité. J'ai offert une aide pratique pour la transition, des références d'emploi, le premier mois de loyer dans un appartement modeste, même quelques meubles qu'ils pourraient emporter. Mais j'ai clairement indiqué que ma décision était irréversible. Claire avait tenté de mobiliser d'autres membres de la famille contre moi, appelant Marie à Marseille et même contactant Jean-Luc au Canada. Ces tentatives de me dépeindre comme une personne âgée confuse qui avait pris une décision irrationnelle avaient complètement échoué lorsque mes autres enfants avaient entendu ma version des événements. Marie avait été horrifiée de découvrir comment j'avais été traitée et avait offert un soutien total à ma décision. La recherche d'un nouveau logement avait forcé Pierre à affronter des réalités qu'il avait évitées pendant des mois. Avec un historique d'emploi irrégulier et sans économie, trouver un appartement décent était un défi considérable. L'expérience fut une éducation brutale sur les conséquences des décisions irresponsables et de la dépendance envers autrui pour la subsistance de base. 10 jours après ma révolution bancaire, ils avaient trouvé un petit appartement à Villeurbanne qui correspondait au budget combiné de leurs emplois à temps partiel. Le déménagement fut surréaliste, transportant des meubles et des effets personnels de l'appartement qui avait été leur foyer à mes frais, maintenant forcés d'assumer l'entière responsabilité financière de leur propre vie. Le jour du déménagement, il y eut un dernier moment de drame quand Pierre tenta une ultime manipulation émotionnelle. Il m'avait serré dans ses bras avec des larmes sincères et m'avait dit qu'il m'avait toujours aimé, qu'il avait seulement essayé de prendre soin de moi du mieux qu'il savait et qu'il espérait que je pourrais lui pardonner un jour. Son émotion semblait sincère,
mais j'avais appris à distinguer entre un véritable repentir et une manipulation sophistiquée. J'avais répondu que l'amour véritable respecte la dignité et l'autonomie des personnes, qu'un soin authentique n'implique ni contrôle ni manipulation, et que peut-être un jour, nous pourrions reconstruire une relation basée sur le respect mutuel. Mais cela ne serait possible que s'il démontrait une réelle compréhension de ce qu'il avait fait et une croissance personnelle qui l'empêcherait de répéter ses schémas. Claire avait pris congé avec une froideur professionnelle, sans tentative de réconciliation ni excuse. Son masque était complètement tombé pendant les 2 dernières semaines, révélant une personne calculatrice qui voyait les relations familiales, principalement à travers des lentilles financières. Une partie de moi avait ressenti un soulagement en la voyant partir, car cela signifiait la fin définitive de la prétention qu'elle se souciait réellement de moi. Seule à nouveau dans mon appartement, j'ai passé les premiers jours à simplement redécouvrir les plaisirs simples de l'autonomie. Je mangeais quand j'avais faim, dormais quand j'étais fatiguée, regardais les programmes que j'aimais à la télévision et prenais de longs bains sans chronométrage. Chaque activité quotidienne était une célébration silencieuse de la liberté retrouvée. Cependant, après quelques semaines, j'ai commencé à réfléchir honnêtement à ma situation future. À 78 ans, vivre seul présentait de réels défis que je ne pouvais ignorer. Bien que j'ai retrouvé mon indépendance, je devais être réaliste quant à mes limitations croissantes et à la nécessité éventuelle d'un certain soutien structuré. La décision d'explorer les maisons de retraite fut mon propre choix, faite avec une recherche minutieuse et des critères spécifiques basés sur l'expérience traumatisante que je venais de vivre. J'ai visité 6 institutions différentes, évaluant non seulement les installations physiques, mais surtout la philosophie de soins et le respect de l'autonomie des résidents. La maison Saint-Antoine, située dans un quartier tranquille de Lyon, m'a impressionné par son approche humanisée des soins aux personnes âgées. Lors de ma visite, j'ai observé des résidents prendre des décisions concernant leur routine quotidienne, manger à des heures flexibles et maintenir une dignité personnelle qui m'avait été refusée dans ma propre maison. La différence était frappante et pleine d'espoir. La directrice, Madame Perrin, une femme compétente d'une 50aine d'années, a expliqué la philosophie de l'institution, maximiser l'indépendance personnelle dans un environnement sûr et favorable. Les résidents gardaient le contrôle de leurs décisions personnelles, leurs finances restaient privées et leur autonomie était respectée dans la mesure du possible. C'était exactement le contraire de ce que Pierre et Claire avaient été mis en place. Le déménagement à la maison Saint-Antoine a été planifié avec soin et exécuté selon mes propres termes. J'ai vendu l'appartement à un prix juste, j'ai gardé le contrôle total de mes ressources financières et j'ai choisi les meubles et objets personnels que je voulais conserver. Chaque décision était la mienne, chaque pas franchi avec ma dignité intacte. À la maison de retraite, j'ai découvert une communauté de personnes qui partagèrent des expériences similaires de transition vers une nouvelle phase de la vie. J'ai noué de véritables amitiés avec d'autres résidents, participé à des activités qui m'intéressaient et maintenu des routines personnelles qui me procuraient du plaisir. Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie respectée et valorisée en tant que personne à part entière. 6 mois après le déménagement, Pierre est venu me rendre visite. La conversation fut tendue mais civilisée. Il avait trouvé un emploi stable à temps plein et semblait avoir acquis une certaine perspective sur les événements récents. Bien qu'il n'ait pas entièrement admis l'étendue de l'abus qu'il avait perpétré, il a reconnu qu'il avait commis des erreurs et que les choses étaient devenues compliquées pendant notre cohabitation. Je n'ai pas offert un pardon facile ni une réconciliation prématurée. J'ai dit à Pierre que les portes d'une future relation resteraient ouvertes, mais que cela dépendrait de changements authentiques dans son comportement et d'une réelle compréhension de l'impact de ses actions. Reconstruire la confiance serait un long processus qu'il devrait initier et maintenir de manière constante. Claire n'est jamais venue me rendre visite et par l'intermédiaire de Pierre, j'ai appris qu'elle avait rapidement trouvé une nouvelle relation après leur déménagement. Son absence a confirmé mes soupçons
qu'elle n'avait jamais développé une affection sincère pour moi et que notre relation avait été entièrement transactionnelle depuis le début. Aujourd'hui, 2 ans après ces événements, je vis avec dignité et autonomie à la Maison Saint-Antoine. Grâce à ma pension et à mes économies, je maintiens une indépendance financière complète. Je participe à des activités communautaires, je lis les livres que je choisis, je mange les repas que j'apprécie et je prends des décisions concernant ma vie quotidienne, sans interférence ni jugement extérieur. L'expérience m'a appris que la maltraitance des personnes âgées se produit souvent au sein des familles, perpétrée par des personnes qui se présentent comme des aidants aimants. Les signes d'alerte incluent un contrôle excessif des finances, l'isolement social, des restrictions alimentaires injustifiées et une érosion progressive de l'autonomie personnelle. Toute personne qui observe des situations similaires devrait demander l'aide d'un professionnel immédiatement. Y a-t-il un retour complet après une trahison familiale aussi profonde? Honnêtement, je ne sais pas. Certaines relations peuvent être réparées avec du temps, des efforts sincères et de réels changements de comportement. D'autres sont irrémédiablement endommagées et doivent être redéfinies dans de nouvelles limites strictes. Chaque situation est unique, mais ce qui reste constant est la nécessité de préserver la dignité personnelle avant tout. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran.